Bonjour à tous, nous voilà en compagnie de Lisa. Bonjour Lisa, l'auteure de ce mois de février qui nous parle d'amour, et pas que, qui nous parle surtout du livre qu'elle a écrit qui s'appelle Noble semaine en famille. Je ne sais pas si vous avez eu encore l'occasion de le lire, en tout cas on ne va pas spolier, promis, mais on va essayer en tous les cas. Je vous invite vraiment, si vous êtes fan du genre, à le lire, puisque moi j'ai pris un plaisir. Je te l'ai dit d'ailleurs, Lisa, j'ai pris, j'ai pris un plaisir à lire ce livre. Je veux pas trop en dire parce que voilà. Pour la petite anecdote, on en a parlé tout à l'heure, elle pensait pas que c'était aussi épais. Ouais, non, c'est clair parce que je l'ai lu en version numérique. Alors du coup, je le voyais pas aussi épais, mais néanmoins, quelle belle, moi tu m'as embarqué quoi. Quel voyage, j'ai été happée par l'histoire dès le départ. J'ai trouvé ça superbement bien écrit. Merci. Et puis, il faut que je le dise, en 2 jours c'était plié quoi. J'étais frustrée, mais en même temps, non, c'est clair. D'ailleurs, il faut à tout prix qu'elle fasse une suite. Vous comprendrez peut-être pourquoi, mais il faut à tout prix. Donc je compte sur vous pour demander à Lisa, pour harceler Lisa. Parce que la suite existe en vrai. Et lui demander une suite. L'auteur a une idée. Oui. Alors bon, c'est vrai que là on part en live complet là, avec cette interview. Mais Lisa, parle-nous un petit peu de toi déjà. Qui es-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce superbe bouquin? Alors, je m'appelle Lisa Giraud-Taylor. En fait, je suis auteure et blogueuse aussi, mais enfin, le blog c'est vraiment à part de mon activité d'auteur, puisque en fait, je me consacre vraiment à l'écriture la plupart du temps. Je fais pas que ça dans la vie, rassurez-vous, je travaille aussi, mais dans un domaine complètement différent, puisque je suis assistante de direction, donc voilà, un truc très rigide, et à côté ça donne ça. En fait, je l'ai écrit à cause de ma meilleure amie, ou grâce à, selon ce que vous allez lire. Donc vous nous direz ma meilleure amie ou vous la lirez au choix, parce qu'en fait, elle en avait marre, parce que c'est pas mon premier roman que j'écris, et elle lit tout, elle fait partie très rare à lire tout ce que j'écris, puisqu'ils sont que 4 à lire tous les romans avant même que je les retouche ou que je fasse quoi que ce soit. Et elle en avait, je pense, un peu marre que j'écrive tout le temps des romans où il n'y avait pas d'histoire d'amour, parce qu'elle est très romanesque et romantique, et un jour elle m'a mis au défi, elle m'a dit il faut écrire une histoire d'amour. Je me suis dit, oh mon Dieu, pourquoi moi? Tu veux pas demander à quelqu'un d'autre? Et en fait, c'était un challenge, elle te sentait prête? Non, ou pas? Non, je pense qu'elle se sentait que j'allais sortir un truc tordu. Mais elle voulait voir où j'allais aller. Ouais. Et en fait, elle m'a dit, bon, comme ça. Et j'ai dit, ouais, on verra. Et en fait, est né, vous comprendrez pourquoi dans les petites surprises que réserve la box, peut-être que vous l'avez entre les mains. C'est grâce à cette photo qui n'est que partielle sur le roman, mais qui sera, vous la verrez en vrai, en pied en tous les cas pratiquement, parce que quand j'ai vu arriver le mannequin et j'ai vu arriver la photo dans ma tête avant que je la prenne, Charlotte est arrivée dans ma tête. Voilà. Et au même moment, j'écoutais sans cesse une chanson qui ouvre le roman, puisque c'est la chanson que j'ai mis au début. Et je sais pas pourquoi l'histoire de Charlotte est commencée. Je pourrais même pas expliquer comment ça se développe, puisque généralement c'est ce que je dis très souvent, et je vais le dire officiellement, les personnages gèrent tout. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que ces espèces de, je les adore, mais j'ai un canevas, je mets évidemment les noms des personnages, mais très peu d'informations. Enfin, j'ai un petit carnet que je peux vous montrer, parce que je travaille sur le prochain, donc je pourrais vous montrer mon carnet. J'ai le nom des personnages, ce qu'ils veulent faire, etc. Et j'ai une espèce de déroulé de l'histoire sur à peu près, allez, au grand maximum 10 lignes. Ah oui. Pas plus. Ah oui. Et en fait, je l'écris dans ma tête. C'est-à-dire que je peux l'écrire là, dans le train, dans les transports en commun, à la maison, en train de faire la cuisine, ce que vous voulez. Et je le développe. Et après, au bout d'un moment, je l'écris, mais je le rédige à la main. C'est-à-dire que généralement, je monte les 3/4. Alors maintenant, plus la moitié du roman écrit dans un cahier, à la plume ou au stylo. Et ensuite, je le reprends, je remets tout sur ordinateur, et c'est à ce moment-là que le reste. Donc c'est à ce moment-là que mes personnages décident de changer la fin. D'accord. En fait, si tu veux, tes personnages, au départ, ils naissent
dans ta tête, tu retranscris. Alors, il n'y a pas forcément de fil conducteur, c'est-à-dire Alors, il y a un fil il y en a conducteur, quand même, il y a un fil d'accord. conducteur. Je sais où je vais, Ouais, mais généralement, c'est eux qui me font dévier. dévier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme dans la vie de tous les jours, Ouais, ouais. c'est des personnages, Ouais, mais bah c'est oui. des personnes qui sont Ouais. vivantes, entre Ouais. guillemets. Et ils vont s'entremêler et quelquefois ils vont avoir une réaction que moi j'avais pas forcément prévue, mais en écrivant, ça coule de source que Ouais. la personne, vu le caractère qu'elle a, elle va pas réagir comme ça et du coup ça fait dévier l'histoire et c'est un peu comme on dit la théorie Oui. des ailes de papillon Oui, parce qu'en oui. fait elle entraîne quelque Bah chose oui. et moi je me retrouve quelquefois au pied du mur Ouais. avec des personnages dans un de mes romans qui devait mourir pratiquement au début de l'histoire et qui s'est retrouvé à la fin. Voilà. Donc Il a tenu, ouais. qu'est-ce que j'en fais de lui? Et en fait, alors je le signale parce qu'il fait partie de ceux qui ont une team, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui ont la chance d'avoir des lecteurs qui font des teams personnages. Moi j'ai un problème avec les personnages masculins. Toutes mes lectrices sont folles d'eux. Alors je leur dis souvent C'est clair, les miens. c'est clair que moi j'aurais bien aimé voir. Voilà. Mais alors je leur dis ainsi, les personnages masculins, ils sont à moi. Je ne les prête pas. Mais voilà, alors il y a des teams machin et il y a une team Andrew aussi parce qu'il y a quand même des lectrices qui m'ont dit mais moi je le trouve choupinou. Mais non, franchement, Andrew, en vrai, il ressemblerait à quoi? Alors en vrai je l'ai rencontré mais C'est vrai après mais c'est un truc Un truc de fou, hallucinant. quoi. J'ai arrêté le livre de l'écrire, j'ai dû l'arrêter en septembre 2010 ou un truc comme ça. Et j'ai rencontré le vrai, entre guillemets, le Andrew que j'avais imaginé dans le roman, c'est d'être en janvier ou en février de l'année suivante. Ah oui, d'accord. Et il ressemblait à quoi? Et quand je dis, il ressemblait à Andrew, mais le même style de garçon, C'est vrai la même façon de s'exprimer. Non. Et Tu lui as dit? le pire, c'est qu'à part, bon, Ouais. je peux pas dévoiler Ouais, ouais. qui est Andrew, mais à part effectivement la façon dont il a de se comporter avec une Ouais. certaine partie de sa famille, c'était exactement C'est lui. vrai? Oui. Donc j'ai dit à ma meilleure amie, je suis bien ennuyée quoi, parce que il était exactement comme je l'avais imaginé. Et ça m'a perturbée parce qu'en fait il faisait partie d'un cercle d'amis. D'ailleurs je ne le connaissais pas avant, mais il s'est rajouté à un cercle d'amis par un mariage d'un copain. Et du coup on était amenés à le fréquenter très souvent parce qu'il y avait des dîners. Et j'étais très mal à l'aise au début parce que j'avais mon personnage devant les yeux qui réagissait comme je l'avais imaginé. Donc j'étais très ennuyée. Mais attends, mais tu lui as dit? Tu lui as dit? Ouais. Voilà. Et donc il m'a dit ah ouais d'accord. Donc j'ai dit promis je suis pas Charlotte. Même si je dois avouer qu'il était très choupiné. Mais c'est pas. Voilà, mais ça aurait pu être le genre de personne qui, sans avoir imaginé, mais je pense que ça m'a perturbée de l'avoir. Tu m'étonnes. Les Ah yeux oui, et carrément, ça doit être d'avoir, carrément perturbant. Le faux Andrew à la maison, parce que j'étais en train de faire les corrections quand je l'ai rencontré, donc voilà. Mais bon, il existe, mesdames. Il habite où? En France? Aux dernières nouvelles, il habitait à Lyon, donc mesdames. Si Cherchez. On va faire un Où est Charlie à Lyon. C'est ça, où est Andrew? Ouais, Ça serait pas mal. Voilà, quand même. On a un petit peu spolié quoi, quand même l'histoire. Mais on va commencer peut-être par le commencement. Raconte-nous un peu, dis-nous ce qu'est cette histoire de Noble Semaine en famille. Raconte-nous un petit peu l'histoire sans trop en dire non plus. Alors déjà, parce que, ceux qui l'ont entre les mains ou qui vont la voir, ou en tous les cas ça va être noté, donc ils vont voir qu'il y a un S à une semaine et un S à famille. C'est pas pour rien, puisque en fait on se retrouve dans un château en Écosse, un très beau château, d'une jeune femme qui s'appelle Charlotte, qui est en fait un avocat mais aussi le chargé d'affaires d'un lord anglais. Alors qui a une double vie, c'est-à-dire qu'elle est un avocat très sérieux, très carré. D'ailleurs elle empêche le lord de faire pas mal de bêtises je pense, très souvent. Et de l'autre côté c'est une ancienne hit girl, alors on dirait que c'est une espèce de mélange de Paris Hilton ou de Kate Moss à l'époque, puisque bon maintenant moins, vu son âge. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'elle a un passé qui fait que tout le monde la connaît comme étant une hit girl, fêtarde. Voilà, bon après, moi je développe dans l'histoire, il y a des petits flashbacks qui expliquent qui elle était avant, qui elle fréquentait, donc elle fréquentait du beau linge quand même. Et elle a 3 ex-maris sur le dos.
vous allez comprendre pourquoi, qui sont sympathiques aussi ceux-là. Mais c'est pareil, c'est une fille, voilà, elle s'est amusée pendant des années, mais ça n'empêche pas de faire des petites festouilles encore, puisque quand elle débarque dans le roman la première fois où vous rencontrez Charlotte, elle est quand même habillée dans une robe sublime. Alors je peux citer le couturier parce que j'adore, c'est Carvel qui, voilà, elle a acheté ça 3 francs 6 sous comme elle dit, mais elle arrive avec des talons, une robe sublime, du champagne à la main, enfin vous voyez la bestiole. Et elle arrive dans un château écossais où on l'a appelée en urgence, donc ça je peux pas dire pourquoi, mais bon, elle se retrouve face aux familles du comte. Je dirais pas plus. Et là, elle se retrouve à gérer les familles du comte. Elle se met à gérer le personnel du château qui est un peu dépassé par les événements, on va dire. Elle fait un peu l'intendance, le gendarme, un peu de tout. Elle a un peu tout, puis elle est le garde-fou de certains. c'est ça. Elle essaye de gérer le notaire qui perd complètement les pédales dès le premier. Enfin, complètement. Alors lui, il y a un notaire comme ça, je vous assure, vous allez tenir longtemps. Et puis par-dessus, malheureusement, c'est rajoute la météo. Et ça, c'est le facteur le plus important. Enfin, un des facteurs, c'est que elle est là pour gérer quelque chose qui va lui prendre, on va dire, allez, au tout 4 heures, 5 heures. Et elle se retrouve coincée dans le château parce qu'il y a une tempête de neige exceptionnelle. Alors cet hiver, on a vu des choses qui se sont passées. Donc on peut comprendre qu'un château en Écosse peut être bloqué pendant des semaines. Et elle va être bloquée pendant des semaines. Et dans cette espèce de huis clos va s'entremêler des histoires loufoques, des histoires plus intimes entre les personnages et la fameuse rencontre entre Charlotte et Andrew. Alors je vais pas vous dire ce qui va se passer, même s'il y en a certains qui ont un peu capté ce qu'on va dire, mais non. Ah, ils trouveront pas non, impossible. Moi, franchement, impossible. Impossible. Non, je crois ou alors si vous avez de l'imagination. Ah oui. Bah s'ils ont ça, je les embauche pour écrire la suite. Ah carrément, parce que franchement, insoupçonnable la fin. Et donc en fait, je pourrais lancer un petit jeu comme ça, avant qu'ils le lisent, d'imaginer. D'imaginer, ouais, ça serait cool ça. Ouais, c'est une chouette idée ça. Ah mais carrément. Ah t'es joueuse toi. Ah oui. Celui qui gagne, il écrit la fin avec moi. Et donc tu l'as tout de suite eu cette idée de titre de Noble Semaine? Oui, tout de suite. Alors mon principe c'est que si je ne trouve pas le titre et que je ne trouve pas la bande son et que je ne trouve pas les deux prénoms du personnage principal, enfin pas des deux mais des personnages, le roman n'est pas bon. Ah ouais. C'est-à-dire que ça m'est arrivé d'écrire des romans où le titre n'est venu qu'après ou au milieu, etc. Et je me suis aperçue à la relecture ou quand je le faisais lire à quelqu'un ou même moi 2-3 mois, 4 mois après l'avoir fini, qu'il n'était pas bon, enfin pas bon pour toi, qu'il n'était pas fait pour moi ou en tous les cas qu'il était secondaire et que peut-être que je le reprendrai mais du fait que j'avais pas trouvé le titre et tous les romans que j'ai écrits jusqu'à présent, il y en a quand même pas mal dans le tiroir encore et d'autres qui ont été publiés, généralement si le titre me vient en premier, mais en fait c'est vrai que souvent moi j'entends qu'il y a des méthodes pour écrire, qu'il faut faire comme ci, comme ça, que souvent il faut qu'il y ait une trame bien précise, il faut utiliser tel logiciel, enfin bref. Et je me rends compte, enfin plus j'en discute avec des auteurs, et plus je me rends compte qu'en fait qu'il n'y a pas de recette toute faite, quoi. Que c'est vraiment en fonction de ce qu'on a envie, de ce qu'on est, de comment on ressent les choses, de comment on a envie de s'organiser en fait. Ça dépend comment on travaille aussi, parce que moi, pour ma part, je peux travailler à peu près n'importe où. Le seul impératif, c'est que j'ai de la musique et généralement la bande son. Alors, elle existe pour le roman. J'ai une bande son que je sélectionne moi-même. C'est-à-dire que c'est des chansons qui s'imposent automatiquement et qui ornent des passages. Alors, je sais qu'il y a des petites choses qui se font comme ça. Moi, il y a des passages, par exemple, dans le roman où j'ai articulé le tempo de la scène avec la chanson. Ouais, super. Donc très souvent c'est comme ça que je fonctionne. Et ça m'arrive par exemple d'écouter une seule chanson pendant 2 mois d'affilée en boucle que j'écris, parce qu'elle m'a donné le tempo du roman complet. Mais ça veut dire... Ça arrive sur celle-là par exemple, il y a 2-3 chansons dans la bande son qui étaient véritablement les chansons du roman, c'est-à-dire au début, au milieu et à la fin. Voilà. Mais ça veut dire que pour chacun de tes romans, tu fonctionnes de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies systématiquement une bande son. Ah oui, je sais pas. Alors, premièrement, je sais pas écrire, vivre sans musique. Et la première chose que je fais le matin, c'est que je mets la musique.
Voilà, donc Voilà, donc il faut que ce sont des recettes qui sont propres à soi, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que c'est chaque auteur qui a aussi sa façon d'écrire. Il y a des gens qui aiment sa, pas sa routine. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas écrire avec du bruit. Il y en a qui ont besoin de silence. Il y en a qui ont besoin de s'isoler des fois pendant des semaines. Il y a des gens qui peuvent écrire dans. Moi, j'en ai rencontré, j'en connais qui écrivent dans les cafés, que ce soit à Paris ou ailleurs. Qui ont besoin de mouvement. Ils aiment bien le bruit. C'est ça, c'est vrai. Il y en a qui écrivent sur les quais de métro. J'ai un de mes collègue auteur qui vit à Paris et qui se met sur les quais de métro et qui passe 2 heures à gratter son carnet comme ça, alors que c'est quand même très bruyant, bruyant. Mais c'est inspirant d'avoir ce bruit. Voilà, il y a une espèce de musique. Il me dit c'est le flow aussi des personnes. Il me dit quelquefois je vais noter le détail d'une personne qui va me faire penser. Après ça dépend, moi je peux écrire à peu près n'importe où. Il y a des endroits où je sais que je ne peux pas écrire. Par exemple j'ai ma maison familiale où il y a dans la maison familiale je ne peux pas écrire. J'écris dans mon bureau extérieur parce que j'ai la chance d'avoir un bureau extérieur. Mais je ne peux pas écrire dans la maison. Alors, c'est ce que j'allais te dire. Moi j'ai toujours pensé que c'était parce que c'était associé justement à mes souvenirs d'enfance, à la famille, au bon moment, aux musiques, aux gens. Et donc du coup pour moi c'est pas propice de travailler là parce que je suis pas l'auteur dans la maison, je suis la petite fille de la maison, donc c'est pas encore j'arrive pas à travailler là-bas, c'est-à-dire je travaille dans mon bureau extérieur. C'est ton petit jardin secret. C'est mon jardin secret, c'est mon endroit. Alors très souvent je vais dans la salle du conseil municipal ou dans la salle des fêtes où j'ai la chance d'avoir une copine qui a une grande maison qui me prête son dépendance, où je vais dans mon bureau extérieur et j'écris. Voilà. Mais quand je suis en Dordogne, la plupart du temps, ça peut m'arriver d'être là-bas et de ne pas écrire pendant 2 semaines. C'est vrai. Ici, je travaille tous les jours. C'est vrai. Et tu parlais justement de l'enfance. Est-ce que l'écriture, ça a toujours été... Oui, on est au jardin des plantes, il y a du bruit, il y a des personnes qui font le footing, il y a un peu de tout le monde, enfin c'est la vie quoi. Il y a des oiseaux, il y en avait 2 tout à l'heure, voilà. Il y a des tourterelles qui nous font des glouglous. Il y a des gens qui passent derrière, vous les voyez. Mais pas de problème, tout est sous contrôle. On contrôle. Et donc pour revenir à ma question, est-ce que l'écriture ça a toujours fait partie de ta vie? Est-ce que tu t'es toujours dit dès petite déjà, j'écrirais? Et est-ce que tu savais déjà que tu allais sortir des livres Alors, je ne savais pas si j'allais les sortir, mais en tous les cas, j'écrivais. Tu allais, parce que j'ai écrit relativement tôt, parce que j'ai appris à lire et à écrire, j'avais 3 ans, 3 ans et demi. Et j'ai toujours écrit, et d'ailleurs, dans ma famille, on disait toujours, tiens, elle écrit les mémoires à la petite, et je devais avoir 7-8 ans. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai ma maîtresse de CM2 qui m'a redonné des poèmes que j'avais écrits en CE1, CE2. Oh là là. Et elle les avait gardés, et je l'ai croisée il n'y a pas très longtemps avec un autre maître de mon primaire. Qui m'ont dit qu'ils avaient été persuadés dès qu'il m'avait eu. Alors lui, je crois qu'il m'a eu en CE1, que j'allais écrire. C'est vrai? Parce qu'il m'a dit il y avait une facilité, il y avait une imagination, tu collais les images avec les mots, tu te laissais pas déborder parce que on te demandait un petit poème sur un renard. Enfin, ils m'ont donné un renard. Alors c'est vrai, j'avais CE1 quoi, il faut se mettre dans la tête. Alors franchement, si vous voyez le poème, c'est risible, hein, je vous assure. Mais CE1, il faut inventer un petit poème de 8 ou 9 lignes sur un renard. Je trouve que la petite fille de cette époque-là s'en est pas trop mal tirée. Et elle a dessiné le renard à côté. Carrément quoi. Alors, comme pour Charlotte, hein. Oui, mais même processus déjà à l'époque quoi. Oui, c'est ça. Mais je fais toujours pareil, c'est-à-dire que j'aime tout. J'aime écrire, ça c'est sûr. Maintenant, ça fait depuis que j'ai 10-11 ans, je suis sûre que je suis faite pour écrire. Alors après vient la question, très souvent on me dit oui mais tu écris pour être connu machin. Non, absolument pas, j'écris pour faire plaisir aux autres. Et alors que j'ai 2 lecteurs ou 300 000, alors évidemment tout le monde aimerait avoir 300 000 lecteurs, évidemment c'est pas ça, mais moi le truc c'est de partager, comme je disais, c'est de partager. C'est-à-dire que s'il y a 3 lecteurs qui lisent mon roman et qui vont aimer ou pas aimer, ou qui vont m'envoyer un petit mot en me disant j'ai aimé ça mais j'aurais aimé que vous développiez ça ou autre, moi ça va me faire plaisir parce que c'est de partager les mots. Puis j'ai pas le choix, il faut que je les sorte, mes histoires. Donc voilà, mais je sais que je suis faite pour ça. Par contre, à côté, j'aime la peinture, j'aime la photo parce que j'en ai fait très longtemps. D'ailleurs, la photo de la couverture, c'est une des miennes. Non, c'est pas moi la fille. Hein. non, enfin, vous allez voir tout. Hein, vous voyez la différence entre là et là. Mais mais je fais des photos, je fais du dessin, je dessine. Bon, toi, tu as eu l'occasion, il y a des gens qui verront les dessins. Voilà, je suis dans l'âme. Donc,
j'essaye de conjuguer tout. Donc le fait d'écrire, de dessiner certaines fois les tenues ou les endroits ou autres, de choisir la musique, de choisir des lieux aussi, parce que c'est pas anodin l'endroit où tu les fais vivre, les personnages. Et puis c'est pas anodin comme ils s'habillent aussi, parce que comme je dis souvent, une fille qui est en jupe crayon, en jupe crayon, elle va pas marcher la même. Excusez-moi, il va y avoir. Il y en a qui font du sport. Voilà. Quand tu es en jupe crayon, tu marches pas pareil qu'en jean. Et donc une fille qui est en jupe, nous en plus en tant que femme, on le sait. Moi aujourd'hui je suis en jean, mais si demain je me mets en robe longue, je vais pas du tout avoir la même attitude, ni la même démarche, ni le même regard dans la vie. Donc ça joue. Et c'est des petits détails dans les personnages qui sont importants. Et dans Noble semaine en famille, c'est doublement important parce que c'est justement la perception. Alors l'histoire d'amour, machin, l'histoire, les multiples histoires, parce qu'il y a plein de petites histoires. Et moi ce que je voulais vous montrer, c'était surtout que dans la vie, tout le monde a ou une réputation, ou un masque, ou ce qu'on projette sur l'autre personne. Et Charlotte, c'est ça, c'est-à-dire que quand tu la vois arriver, elle a ce profil de fille légère, superficielle, même si c'est une avocate, mais elle a quand même une partie d'elle qui, elle envoie. On peut le dire parce que c'est les premières pages du roman. Elle a quand même un vocabulaire envers certaines personnes qui est peu châtié. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, elle est quand même un peu franche, on va dire. L'expression très française, elle est franche du collier. Donc elle envoie pas dire, quoi. Elle le dit elle-même quand elle a besoin de dire quelque chose. Mais par contre, de l'autre côté, quand elle est dans l'intimité avec ses parents ou avec quelqu'un au téléphone qui est une intime d'elle, elle est complètement différente d'où le Charlotte et Charlie. Mais c'est ça, la même personne et on n'est jamais la même personne. C'est ça que j'ai aimé, tu vois, dans ton livre, c'est ça, c'est de se dire que on se rend compte souvent et on juge beaucoup les gens à ce qu'ils renvoient des fois, mais sans forcément se rendre compte que on joue tous un rôle à un moment donné. Alors il y en a qui se laissent enfermer dans ces rôles-là. J'ai trouvé que c'était un peu le cas de Charlotte au début, parce qu'elle était complètement enfermée dans le truc. Mais après, quand tu as une réputation, enfin, a fortiori la sienne, je pense que c'est difficile de te détacher de l'image que les gens t'ont connue. Exactement. Et donc, après, c'est une force de caractère et c'est aussi décevoir les gens. Mais c'est aussi. Elle ose peut-être pas. Elle a peut-être un problème de pas oser le faire. Ou peut-être que ça l'arrange. Ça l'arrange aussi. Enfin, quoique, j'ai pas eu l'impression. J'ai pas eu l'impression. Et c'est surtout de se dire que mine de rien, le poids que peut avoir des fois la société là-dedans, qui fait que à un moment, on se retrouve complètement enfermé dans un rôle. Au point presque de s'oublier soi-même, quoi. C'est ça. De s'oublier soi-même. Et le fait est que, en plus, Charlotte, elle est. Elle a une autre vision, en fait, on découvre petit à petit, mais elle est aussi, comment dire, elle n'a pas une vision claire au début. Je pense que c'est la rencontre avec les personnes et ce huis clos qui font qu'elle se rend compte de l'image qu'elle dégage. Et en fait, je pense que prise dans son tourbillon de vie à Londres, elle ne voit pas du tout ce qu'elle projette. Et quand elle se retrouve face à quelques personnes qui lui renvoie une image qu'elle n'imaginait pas, elle se dit non mais c'est pas moi, quoi. Donc elle essaye de rétablir la vérité, mais c'est en fait le roman je l'ai écrit en 2010 comme je te disais, et ce qui me fait rire c'est que maintenant on est en 2018 et que les réseaux sociaux s'étant développés depuis 8 ans. Charlotte, elle était en avance, enfin le roman est en avance parce qu'en fait il y a plein de filles qui vont peut-être pourraient se dire c'est moi en fait, parce que quelquefois elles sont, notamment toutes les personnes qui ont beaucoup de réseaux sociaux, elles ont une étiquette qu'elles maintiennent parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais je suppose, pour en connaître une, elle n'est pas du tout comme ça dans la vraie vie. Et quand on la rencontre, elle passe inaperçue, tu la croiserais ici, tu sais même pas que c'est elle quand elle n'a pas le maquillage, les cheveux, le machin. Et en fait, elle a une image. Et elle me dit, quand je sors de chez moi, si je ne m'habille pas, je ne me maquille pas ou je ne fais pas ça, les gens ne me reconnaissent pas. Et du coup, alors elle peut passer anonyme et ça l'arrange. Mais ça doit être difficile à vivre. Mais ça la gêne. C'est-à-dire ça la gêne. L'image n'est plus celle qu'elle voit dans la glace. Et du coup, c'est un peu schizophrène. C'est ce que j'allais dire. C'est le rapport à la caméra. Et bon, Charlotte, elle est quand même sous l'œil des tabloïds anglais depuis qu'elle est plus jeune. Et donc, forcément, elle a une image à tenir. Je pense qu'elle est coincée jusqu'au moment où elle est coincée dans le château et du coup ça décoince certaines choses qu'elle aurait peut-être pas. Bon, je pense qu'elle aurait tout mis sur le tapis, elle aurait continué. C'est clair, je pense aussi. Mais bon, là, elle était un peu obligée. C'était peut-être un signe du destin. C'est le destin aussi. Quelquefois, on rencontre des gens
dans la vie, ça va arriver à toi comme à tout le monde. On rencontre une personne qui va rester 2 mois ou qui va rester 15 ans ou 10 ans ou 20 ans, mais qui va nous donner une clé pour aller ailleurs ou pour faire quelque chose d'autre. Exactement. Et donc Charlotte, elle rencontre au bon moment certaines personnes qui la poussent à se remettre en question et qui lui donnent pas le choix. Parce que, bon, on peut parler d'Andrew, mais il lui donne pas le choix. À un moment donné, lui non plus, il est bien catalogué comme ça. C'est clair. Voilà, mais ils ont chacun leur verrou de protection, leur image. Chacun s'abrite derrière l'image qu'ils ont. Et en fait, à tous les deux, ils décident de décoller l'étiquette. Mais il décolle l'étiquette de la personne en face, donc ça fait mal quand on dit. C'est comme le sparadrap, quoi. C'est clair, ça fait mal. Mais il faut le faire de temps en temps. Et Charlotte, elle essaye de le faire mieux qu'elle peut. Andrew aussi, mais lui, je crois qu'il n'y a rien qui l'angoisse. C'est clair. Tout glisse sur Andrew, je trouve. Mais attends, parce que là, tu te caches derrière tes personnages. Attends. D'accord. Mais arrête, tu te caches plus derrière tes personnages un peu. Attention, je peux pas. Tu sais que ça, je pouvais le faire. C'était le défi. C'était le défi. Il fallait que je le fasse à un moment donné. Et voilà, je l'ai fait. Le truc, il manque plus qu'il pleuve. Et comme ça, je le mets complètement. C'est clair. C'est quoi comment quel rapport, raconte-nous un peu le rapport que tu as avec l'Angleterre d'une manière générale. Et pourquoi si, puisque tu disais toi-même que Charlotte, le personnage t'est venu comme ça et qu'il a fallu, et c'est elle ensuite qui t'a embarqué. Mais raconte-nous un peu quel rapport tu as avec Londres, avec l'Angleterre d'une manière générale. J'ai l'habitude de dire que l'Angleterre ou le Royaume-Uni, on va dire le Royaume-Uni parce que je différencie l'Irlande du Nord. Parce que j'ai un attachement particulier à l'Irlande du Nord. Mais je dirais que le Royaume-Uni et l'Angleterre, c'est mon pays de cœur et d'évidence. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'y suis allée ou chaque fois que j'y suis restée, c'est chez moi. Je ne sais même pas comment on peut décrire ça, mais on parlait tout à l'heure de ma maison d'enfance en Dordogne. Quand j'arrive là-bas, je suis chez moi. C'est-à-dire que c'est une évidence. Et l'Angleterre, dès que je mets le pied, c'est normal. C'est-à-dire que pour moi, faire tout à gauche, m'excuser 15 millions de fois dans la journée, c'est une évidence. Mais c'est pareil pour les manières, pour les coutumes, pour la langue. Je suis désolée, la nourriture aussi. Je suis très française pour la nourriture, mais quand même. Hein. Oui, mais la France, c'est hors catégorie, il faut dire. Là, je me suis dit, je peux pas la laisser dire ça quand même, la nourriture, quoi. Non, en plus, on peut même pas parler de la France comme pays, comme nourriture, parce que je pense qu'à mon avis, je suis méchante, mais les autres pays, ils ont des bonnes nourritures. On est allés tous, comme toi, dans des pays étrangers, il y a des très bonnes trucs. Je vais pas citer les pays, sinon ils vont m'en vouloir tous à côté. Mais il y a des très bonnes choses en Italie, en Espagne, n'importe où vous voulez aller, en Russie, au Danemark, ce que vous voulez. Mais la France est quand même hors catégorie. C'est-à-dire que la France, on est juste au-dessus du panier et on regarde les autres. C'est méchant, mais c'est la vérité, parce que dans toutes les régions de France, on a des choses fabuleuses. En plus, toi où tu habites, on va pas dire que c'est pas mauvais non plus. Clair. La Dordogne, Périgord, on imagine. Après, moi, j'habite dans le sud-est, j'habite à Marseille, donc c'est pas non plus mauvais. C'est pas mal non plus. Voilà, donc... hors catégorie. Mais l'Angleterre, c'est viscéral, c'est-à-dire que je me sens bien là-bas. Je m'adapte aux gens. Les gens, pour moi, c'est une évidence. Voilà. Après, j'ai eu dans ma vie, je pense que pratiquement les 3/4 de mes petits copains ont tous été au anglais. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. J'ai un problème avec les Anglais. Comme dirait ma meilleure amie, j'ai un problème. Le défi, c'est aujourd'hui. Tu es sûr que s'il y en a un qui me plaît, tu vas lui demander il est anglais ou irlandais. Donc, j'ai un souci avec les Anglais, les Irlandais ou les Écossais. En tous les cas avec. Et t'as jamais eu envie d'aller y vivre? Ah oui, y vivre, oui, j'aimerais y retourner, y vivre. Tu y as vécu un certain nombre de temps. Après, j'ai un attachement à Liverpool, donc je pense que si je devais vivre en Angleterre, je vais vivre à Liverpool. Londres, c'est une très belle ville, mais mais je suis plus attirée par Liverpool. Mais je sais pas, c'est la culture qui me plaît. Après, je suis très attachée à la culture française. J'ai des racines étrangères dans ma famille, donc on a eu une autre culture. Mais je me suis toujours attachée à l'Angleterre de petite. Et paraît-il que j'ai hurlé le God Save the Queen, version Sex Pistols. Voilà, donc
on va dire que c'est un peu ancré en moi. Et puis bon, après, mes goûts personnels me poussent vers la musique anglaise, vers côté littérature. Oui, mais pas forcément tout le temps. Mais par contre, côté musique, oui. Il est clair que si on me demande de citer mes 5 groupes préférés, il va y avoir au moins 3 anglais. Alors, quels sont tes groupes préférés, ta question? Alors déjà, je peux répondre par un tatouage parce que tout le monde va voir. Vas-y, voilà, vas-y. J'en ai un, si vous arrivez à deviner c'est Blur. Alors je sais pas si en France on connaît, il y a des gens qui connaissent, mais il n'y a pas tout le monde. Voilà. Blur, non, moi je connais pas. Parce que c'est un groupe anglais. Voilà. Moi je les ai connus en 90, quand ils commençaient juste à leur début. Ils sont toujours en cours, donc ça fait 28 ans. Alors pour la petite histoire, le chanteur de Blur, c'est Damon Albarn qui est le leader de Gorillaz. Donc ça, tout de suite, ça parle beaucoup mieux. Gorillaz, Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Après, j'aime Arctic Monkeys. Oui. Voilà. Mais j'aime Arctic Monkeys et Alex Turner. Voilà, parce qu'en fait, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Il sait faire à peu près tout faire, le garçon. Donc voilà, c'est un peu comme Damon Albarn, mais en plus jeune. Désolée, Damon. Mais voilà, c'est ce genre d'artistes qui touchent à tout. Parce que voilà, ils sont inspirants dans leur musique, mais ils n'ont pas peur d'aller ailleurs. De se mettre en danger sur des mais c'est un musiques, peu que ça te reflète un peu ça reflète un peu ta personnalité clairement, et même ta manière d'écrire, parce que tu passes comme ça parce que t'es pas à ton coup d'essai avec Notre Semaine en Famille, et tu passes comme ça d'un style à un autre de manière très comment dire, très fluide, j'allais dire, mais limite naturelle. Oui, c'est de manière naturelle. Mais voilà, je pense que c'est le fait aussi de la culture anglaise qui fait qu'il y a quand même cette espèce d'excentricité des Anglais sous leur dehors un peu lisse. Il y a quand même toujours une propension à être un peu à part, excentriques, qui sont toujours en marge d'eux. Et moi j'aime bien, c'est une chose que j'aime bien. Ne pas être là où on t'attend. Ouais, j'aime bien. Et puis dans l'écriture, j'aime beaucoup. J'aime bien surprendre le lecteur. Quand, par exemple, les personnes dont je parlais qui lisent mes romans en premier, alors je vais les citer parce qu'elles vont adorer. Donc il y a Carole qui est ma meilleure amie, Natacha, et mon Jiminy Cricket à moi, Magali. Alors je parle pas de ma maman, mais elle lit tout. Et puis, forcément. C'est ta première fan. Ah mais non. Non. C'est la pire. C'est celle qui me regarde et qui sort le bouquet, qui fait ouais, pas mal. Alors le pas mal chez ma mère veut dire ouais. Chez les autres. Après, une fois que tu as la grille pour décoder. Alors voilà, j'ai une compréhension de ma mère qui est assez parfaite maintenant, donc j'arrive à comprendre. Mais c'est des 3 personnes qui lisent tout, et elles lisent généralement la version qui n'est pas retouchée et n'est pas relue, avec des fautes de frappe, des trucs les mots qui vont être oubliés ou autre. Et j'ai une confiance absolue aux 3, c'est-à-dire qu'elles sont tellement différentes dans leur manière de voir l'histoire, dans leur manière d'appréhender la vie, etc., que généralement quand elles me font un retour, je sais à quoi m'en tenir sur le roman. Et jusqu'à présent, tous les romans qu'elles ont lus, y compris le triptyque, etc., j'ai toujours eu un truc en disant ah non mais tu nous as encore surpris. Mais comment tu fais? Enfin, on s'attendait pas à ça. On voyait pas du tout le déroulé d'histoire et l'histoire comment ça allait arriver. Et puis tout d'un coup, quelques pages plus loin, paf, on se retrouve avec un truc qu'on n'avait pas vu venir, mais qui était exactement là où tu nous avais amené, et nous on s'était même pas rendu compte. Les avantages de l'extérieur, vous voyez les filles, on a toujours tout sur nous, si vous avez vu la préparation. Et donc je pense que c'est ça, c'est que j'aime bien raconter des histoires, partager, mais j'aime bien surprendre aussi. Et puis faire découvrir des choses. On parlait tout à l'heure du tableau qui est au Louvre, qui est dans Notre Semaine en Famille. Parce que j'aime bien mettre des choses qui sont pas forcément des trucs perso, mais des choses que j'aime bien. Puis j'aime bien faire découvrir. Il y a des gens, notamment ce tableau, et moi je connais quelqu'un qui est allé voir le tableau au Louvre, et je l'ai montré à ma meilleure amie quand on est un jour venu à Paris. Je lui ai dit écoute, t'as aimé ce roman, donc il faut que tu viennes voir le tableau. Et quand elle s'est retrouvée devant, elle m'a dit ah ouais. Et en fait, j'ai vu dans ses yeux qu'elle se remémorait la scène. Non, mais du coup, tu me mets la puce à l'oreille, il faut que j'y aille maintenant. Il faut que j'y aille au Louvre. Il est dans un petit endroit tout caché, alors il faut le chercher. Ah non, il faut que j'y aille. Maintenant que j'ai lu, tu vois, histoire de me replonger, dire aussi. Et puis il y en a un autre aussi qui est à Orsay, qui est le pendant en fait. Les deux m'ont servi pour imaginer des choses. Mais c'est des choses
Enfin, je sais pas, moi, j'aime pas les choses linéaires. Voilà, j'aime bien être surprise. Alors, dans les lectures, c'est pareil. J'aime la lecture classique, j'aime les auteurs classiques. Mais je dois avouer que si un auteur, au milieu, même pas au quart du roman, me fait dire ah merde alors. Voilà, c'est pareil pour les séries télévision, les séries télé ou les films. Voilà, moi, un film qui, au bout de 10 minutes, j'arrive à savoir la fin et que je la remonte en plein milieu du truc, c'est pas bon signe. Et c'est pareil pour les livres, il faut que tu te fasses embarquer. Mais du coup, tes plus beaux bouquins, ceux qui t'ont le plus marqué, quels sont-ils? Le premier, c'est Le Grand Môle. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. On a eu une discussion très intense sur Twitter avec un petit groupe là, de littéraires. On se demandait quels étaient les deux auteurs intouchables, machin. Bon, on a tablé Le Grand Môle d'Alain Fournier et Hugo. Voilà, c'est les deux intouchables. On ne peut pas toucher à ces deux-là. Moi, c'est Le Grand Môle. Le deuxième, je dirais que c'est Eureka Street de Robert McLean Wilson, qui se passe à Belfast. Et le troisième, je crois que c'est 100 ans de solitude de Garcia Marquez. C'est vrai? Ah ouais. Mais moi, on me dit que du bien de ce livre-là. Alors, il y a des gens qui l'ont détesté. Franchement, moi je l'ai lu. Enfin non, non. J'ai tenté. J'ai tenu bon. J'ai arrêté. Je suis retournée. Et à la moitié, j'ai laissé tomber. Alors, il y a beaucoup de gens. Et moi, je me suis fait embarquer dès le début. Et même si c'est complètement improbable. Ah ouais, non, mais le truc. Complètement quoi. Où il veut en venir. C'est très cochon. Et en fait, j'ai adoré ce truc parce qu'en fait, il m'a surpris constamment. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il m'emmène un peu comme. Bon, alors, Le Grand Môle, c'est l'histoire, c'est romanesque. Et justement, il t'emmène dans le domaine sans nom. Donc, il y a quand même cette espèce de mystère. Et Eureka Street, c'est pareil. Enfin, c'est plus. C'est plus réel, c'est plus vivant, c'est plus d'actualité, mais c'est pareil, il a une écriture, moi j'adore, et d'ailleurs je rêve qu'il refasse un roman, parce que là il fait des piges dans des magazines comme Charlie, etc. Mais je sais pas s'il travaille encore sur un nouveau roman, mais j'adorerais qu'il ressorte un appel de Lisa. Je peux même vous le taper à la machine si vous voulez. Parce qu'il a une écriture géniale ce type, mais vraiment, et il embarque, il a un humour en plus incroyable, mais vrai, elle a le personnage a un humour, mais c'est à tomber, et très british ou irlandais on va dire, donc voilà, mais voilà, et ça, je pense que ça serait les trois. Après, il y en a plein. Il y a j'aime Hugo, on en citait tout à l'heure. Il y en a un seul, tu disais Garcia Marquez que tu n'as pas lu. Il y en a un seul, j'ai honte, mais je vais le dire. Je n'arrive pas à lire plus de 80 pages de Zola. C'est vrai? Ah non, j'y arrive pas. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi je bloque depuis mon adolescence dessus. Et je le dis à chaque fois, l'Assommoir m'a assommé. C'est vrai? Ah oui, 80 pages. L'Assommoir? Non! Ah oui, mais sérieux, à l'école, c'était pour moi, c'est une pépite, l'Assommoir. Ben moi, quand j'ai passé tu vois comme quoi le rapport là, tu vois? J'avais qu'une seule peur, c'est de tomber là-dessus. Je me suis dit, je vais arriver à l'oral, il va me tomber sur Zola, et là, je suis morte. Bon, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur Arthur Rimbaud. Donc, mais l'homme de ma vie, alors moi aussi. Mais voilà, mais il y a des livres comme ça qui marquent. Après, on parlait du Grand Môle, mais c'est par exemple un livre que je peux relire. Je relis pratiquement une fois par an, une fois tous les 2 ans. Et en fait, je découvre toujours comme ça parce qu'en vieillissant. Bah oui. T'as une grille de lecture qui est différente. C'est toujours aussi romanesque, mais il y a quelque chose. Il y a des choses que tu as évolué, qui te déçoivent, où tu te dis ça je l'avais pas vu comme ça. Exactement. Et je trouve que la littérature c'est ça qui est bien. C'est comme la musique. Suivante, si tu aimes un groupe, on parlait tout à l'heure de chansons, mais tu aimes un groupe ou une chanson, elle va t'accompagner, puis peut-être que tu vas pas l'entendre pendant 2 ans, puis elle va revenir dans ta vie et tu vas l'écouter différemment parce que à cette partie de ta vie tu es peut-être plus triste, plus gai, ou tu as un truc et la musique soutient. Et je pense que les livres c'est pareil. Il y a des moments où tu as besoin de lire un livre qui va t'aérer, et puis quelquefois tu lis un truc qui va te plomber, et puis tu vas pleurer comme une malade sur le canapé parce que tu auras besoin, et ce livre t'aura fait pleurer parce que tu auras besoin de pleurer à ce moment-là. Et moi je me suis aperçue que quelquefois dans les romans que je fais, il y a des moments où je mets volontairement, pas forcément mon état d'esprit, mais quelque chose que je capte. On parlait tout à l'heure de Liverpool Connection, mais c'est pareil, c'est un livre que j'ai écrit en 2005 qui est sorti en 2013, et en fait il est avant-gardiste dans le sens où il y a des choses qui se sont passées depuis 2013 qui étaient déjà dans le livre de 2005 parce que je captais. Et je pense que c'est le fait des auteurs, toi tu écris, on capte. C'est-à-dire que
on arrive à capter ce qui va se passer peut-être un petit peu après, et sans être Nostradamus ou Madame Irma, mais on arrive à l'air du temps, le petit truc, et on arrive à voir ce qui va se passer derrière, et du coup ça permet de faire des histoires qui quelquefois collent à la réalité. Moi, là par exemple, j'ai écrit le triptyque, je vois arriver dans les médias des trucs que j'ai écrits il y a 2 ans. Mais est-ce que ça veut dire que tu passes beaucoup de temps à observer aussi? Est-ce que tu observes ou pas du tout? Oui et non. C'est-à-dire que j'observe, là on est dans le jardin des plantes, en te parlant, en te regardant, j'entends les choses, j'entends les gens parler, etc. Après oui, tu observes. Moi je prends le métro, le transport en commun tous les jours. Le bus est un lieu magnifique. C'est clair. Magnifique, surtout dans la cité phocéenne. Il n'y a personne qui s'est retrouvé encore dans un de mes romans parce que je pense qu'on dirait qu'ils sont incroyables. Mais non, il y a des phrases, il y a des chants. C'est clair. Et puis il y a des moments. Par exemple, je pense que l'oiseau là va atterrir un jour dans une scène. Parce que c'est mignon chacun. Non mais tu te rends compte qu'il vient exprès là, juste là. Il veut être absolument sur la vidéo. Non, c'est clair. Arriver ici. Tout à l'heure, on avait un petit oiseau, il a plus voulu revenir, mais il n'était pas farouche lui. Mais non, je capte, mais je pense que c'est tout. C'est-à-dire que ça va être un tableau, ça va être une personne, ça va être un animal, ça va être un moment. Là tout à l'heure dans le train, j'ai croisé dans le paysage une espèce de petite chapelle avec un dôme un peu à la russe. Enfin, je pense que c'était peut-être une chapelle orthodoxe. Mais toute petite en plein milieu d'un champ. C'est bon. Ouais, donc en fait c'est l'inspiration qui vient de partout. À la case des bars, là tu vois, vous avez remarqué quand même, on a migré, il pleuvait. Donc on est dans un bar, voilà, par exemple, tu vas capter quelqu'un, tu vas voir passer quelqu'un à la terrasse qui va t'inspirer. Après tu gardes pas tout le monde, encore heureux, mais tu gardes pas les gens tels qu'ils sont, tu attrapes des petits morceaux. C'est juste capter, là par exemple je vois passer une dame avec un parapluie rouge, peut-être que mon personnage va avoir un parapluie rouge un jour, et peut-être qu'elle restera dans mon esprit, parce qu'on voit tellement de choses que automatiquement on garde. Et ça ressort à l'écriture. On se rend pas compte, mais je pense qu'on ressort tous les jours quand on écrit des détails. Voilà, la déco va peut-être nous servir dans un prochain roman pour quelque chose. Qui sait? Je dédicacerai le roman au restaurant, mais non, c'est l'aspiration de tout. On parle de thé, mais voilà, on boit du thé. C'est quoi le thé que tu bois? Montre-nous. Ah, c'est Earl Grey. C'est parce que mais ouais, voilà, on boit du thé. Moi j'adore ça, donc du coup c'est automatique. Mais dans la box aussi, ils vont pouvoir découvrir des petits thés sympathiques. Et d'ailleurs, ceux qui sont sélectionnés, c'est mes préférés. Le hasard, c'est clair. Comme quoi ça fait bien les choses. Jeudi, la demoiselle est allée chercher des thés que pour vous, et il s'est trouvé que c'était les miens. Et c'était du hasard complet, quoi. Après coup. Donc là, on peut pas dire que c'est pas adapté au roman quand même. Alors que le thé c'est le mien, parce que je ne carbure pas au thé. Carbure autre chose. Bon, ça aurait été compliqué de mettre une bouteille de rosé quand même, ou de champagne dans la box. C'est dommage. Alors, je lui ressemble un peu. Mince, j'aurais dû te ramener un petit spécimen. C'est ça en fait, c'est un message caché. Alors dis voir, parce que là, on a beaucoup parlé, on a appris on a fait découvrir aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent que tu avais écrit plusieurs romans. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu as écrit depuis tes débuts? Alors il y en a certains qui sont des tiroirs dont je ne parlerai pas, bien sûr. Tu n'en parles jamais quand ils sont comme ça? Si, j'en parle. Quand on me pose la question de ce que j'écris, je parle, je dis pas exactement vraiment ce qu'il y a dedans, parce que après j'ai pas envie qu'on me pique les idées non plus, même s'ils sont protégés, mais quand même ça se fait pas. Mais non, j'en parle régulièrement, déjà aux gens qui les lisent en premier, ils le savent. Par contre, le premier roman que j'ai écrit, alors c'est pas le premier que j'ai écrit dans la chronologie, mais c'est le premier qui a été édité, qui s'appelle Liverpool Connection, qui est en fait une histoire qui se passe, alors maintenant on va dire ça se passait dans les années entre 17, 18, 19, 20, que j'avais écrit en 2005, donc quand il a été publié en 2013, ça faisait presque 10 ans qu'il était dans les tiroirs. Et
il était très actuel dans le sens où ce que j'avais écrit en 2005 il était en train de se réaliser. Voilà, donc c'est une histoire d'un ordre mondial qui a mis le monde sous tutelle parce qu'il y a eu des guerres, etc. Et il y a des résistants un peu partout, dont un groupe en Europe qui est dirigé par une femme. Ouais. Et qui traverse toute la France pour aller se réfugier dans le seul morceau de France qui est encore indépendant. Et alors il y a des luttes de pouvoir internes dans le groupe de résistance, il y a des groupes de pouvoir parce qu'elle a beaucoup d'argent, de manne d'argent, donc il y a des gens qui essayent de l'attraper. Ouais. Après il y a plusieurs histoires qui s'imbriquent à l'intérieur. Il y a une question de loyauté envers tes idées ou envers ton groupe, les gens auxquels tu tiens ou autre. Après bon, mes personnages sont souvent des personnages féminins, mais aidés par des personnages masculins très forts. Ouais. Là, par exemple, dans Liverpool Connection, il y a une team qui s'appelle la team Dimitri, dont toutes les lectrices sont fans de Dimitri. Je me demanderai pourquoi. À la description, je pense que je comprends pourquoi. La description. Je me doute aussi. Voilà, mais voilà, c'est l'archétype du type que si tu le croises dans la rue, tu fuis parce que c'est un salaud de première catégorie, mais qui à la fin devient assez, on va dire, choupiné, même si c'est vraiment quand même un beau salaud. Donc ça, c'est un roman qui était plus noir, on va dire c'était plus anticipation, c'est un roman d'anticipation. Le deuxième qui est sorti, c'est Carolina, qui est sorti l'année dernière, Ouais. qui est lui un roman sur une base historique de la Seconde Guerre mondiale entre un soldat allemand et une française, mais qu'on suit de 1940 à nos jours. Alors c'est leur histoire d'amour, c'est vraiment là une histoire d'amour, où il y a beaucoup de choses qui s'impliquent dedans, pas forcément parce que... Il y en a que tu parles un petit chouille plus fort. Un peu plus fort. Ouais, parce qu'avec la musique, on entend. Ah ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, j'avais pas envie de faire une histoire d'amour entre un soldat et une française parce que ça a été maintes fois fait. Ouais. Moi, je voulais faire une histoire entre deux personnes qui se rencontrent dans un mauvais moment, mais qui sont faits l'un pour l'autre vraiment. Et que le destin et que la vie et que les éléments mondiaux va séparer, ramène, c'est la vie de tous les jours. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu rencontres une personne qui est faite pour toi, mais c'est pas le bon moment. Ouais, c'est ça. Et donc tu le croises à un moment donné, tu vas faire un bout de chemin ou pas de bout de chemin du tout, mais vous savez, enfin des personnes savent qu'elles sont faites pour l'un pour l'autre, mais c'est pas le bon moment parce que y a une des deux qui est pas libre, une des deux qui va libre dans sa tête, voilà. Et eux ils se rencontrent malheureusement pendant la guerre et ils sont faits l'un pour l'autre, ils ont les mêmes valeurs, ils ont la même façon de voir la vie, mais ils sont dans une mauvaise période parce qu'il y en a un qui est l'ennemi de l'autre et donc ils luttent pas l'un contre l'autre mais l'un avec l'autre pour rester ensemble. Alors les événements de la guerre les poussent à se séparer puisque lui repart, se sépare en Allemagne et elle va le chercher. Elle ne le trouve pas mais elle va le chercher. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça et j'avais envie de faire passer aussi le fait parce qu'il trouve des enfants, enfin elle trouve des enfants et qu'elle élève comme les siens. Et j'avais envie de faire aussi passer le message que les parents c'est pas ceux qui te font, c'est ceux qui t'élèvent. Ouais. Et c'est pareil pour les gens, ta famille c'est pas forcément ta famille de sang, c'est la famille que tu t'es choisi. Il y a des gens qui restent dans ta vie, qui ne sont pas forcément de ta famille, que tu considères comme ta famille parce qu'ils ont peut-être plus de liens avec toi et plus de connexion, d'amour, de tendresse, de bienveillance envers toi que des gens qui sont censés être ta famille ou des gens qui t'ont été imposés par la vie parce que tu es né là et puis c'est point à la ligne. C'est un peu la chanson de Forestier qui dit né quelque part. Voilà. Ouais. C'est le fait que tu es né là, mais c'est pas parce que tu es né là que tu dois garder la même façon de voir qu'on t'a imposé. Voilà, donc c'est aussi, à chaque fois j'essaye de faire un espèce de lien sur la tolérance et sur... voilà. Mes personnages des fois sont un peu utopiques, pas utopiques mais quelquefois c'est un peu utopique mais ça fait du bien moi je trouve. Et puis bon, alors j'essaye de faire des femmes fortes à chaque fois. Tous mes romans, les héros sont des femmes, ou tout du moins elles essayent, même si sur le triptyque qui suit Carl et Nina, il y en a deux autres qui ne sont pas la suite de Carl et Nina, mais qui sont liés au devoir de mémoire. Le dernier tome, le troisième, c'est un garçon qui parle, donc c'est la première fois que je me mettais dans la peau d'un homme dans un de mes romans.
Alors, certains qui l'ont lu... Alors ça fait quoi? Ça fait bizarre. Déjà parce qu'il ne faut pas que je mette de E à certains adjectifs. Non, c'était bizarre parce que je suis une fille, ça se voit. C'est compliqué voilà, c'est pas le même raisonnement. Tu ne peux pas raisonner comme une fille quand c'est un garçon qui parle, a fortiori parce que le garçon qui parle explique, parce que c'est le devoir de mémoire, le deuxième tome, c'est l'histoire d'une jeune femme française qui découvre que son grand-père pendant la guerre a été un collabo, qu'elle ne savait pas et qu'elle idolâtrait. Donc en fait c'est l'histoire de secret de famille que personne ne dit et qu'elle est confrontée à ça. Et c'est aussi le choix d'une femme, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle laisse enterrer le truc ou est-ce qu'elle va au devant, elle déterre tout et elle creuse, et elle décide de creuser, malgré le fait que si elle creuse, elle perd des personnes qu'elle aime ou en tous les cas quelqu'un qu'elle aime beaucoup. Et le troisième tome qui est pour ce garçon-là, c'est le retour du devoir de mémoire, c'est-à-dire ça revient aux montées du nazisme. Et donc du coup c'est un garçon ordinaire, en fait le frère de Karl, qui raconte comment sa famille a basculé dans la folie de ces années-là, alors que c'était des gens qui étaient des humanistes, des universitaires, des gens ordinaires qui ne voyaient vraiment pas la vie comme ça, qui chantaient, qui dansaient, etc. et qui sont arrivés à être embrigadés par le rouleau compresseur. Donc j'avais envie de faire ces trois histoires très différentes dans une espèce de triptyque de devoir de mémoire où il y a un personnage qui fait la liaison qui est Karl, pour ne pas le citer, et on le voit très peu dans le deuxième roman, il apparaît juste pour une lettre, parce que j'avais envie de montrer aux gens que c'est pas avec le passé, c'est pas parce qu'on aime le passé qu'on nie le passé, et qu'on aime l'histoire, qu'on n'est pas quelqu'un qui aime l'avenir. Au contraire, moi j'ai toujours pensé, un peu comme Churchill disait, c'est parce qu'on s'appuie sur le passé qu'on arrive à envisager l'avenir beaucoup plus facilement. Parce qu'on essaye de ne pas répéter les erreurs. Et en gommant le passé et l'histoire, comme beaucoup de gens le font en essayant de dégommer des statues ou des choses comme ça, moi je suis pas d'accord. Moi je suis d'accord pour expliquer qu'il y a des statues, il y a des rues qui ont des noms qu'ils ne devraient pas avoir. Il faut expliquer pourquoi. C'est pas parce que les gens qui étaient passés, quand ils ont mis la plaque, ils ont estimé que c'était normal. Il faut expliquer pourquoi l'histoire n'est pas bonne, pourquoi mais il faut le faire avec nos données. C'est-à-dire que moi je dis souvent aux gens, vous jugez l'histoire par rapport à ce que vous savez de l'histoire maintenant. Mais les gens sur l'instant, ils vivent au jour le jour. Moi je prends toujours l'histoire de ma grand-mère maternelle qui me disait le débarquement, elle l'a appris 3 jours après par la radio. Et elle m'a dit, pendant 3 jours, les gens ne savaient pas que les Alliés avaient débarqué, donc ils continuaient à se battre dans les maquis ou contre les soldats allemands. Et elle me dit, maintenant vous pensez que parce que vous savez ce qui s'est passé après, vous auriez été résistant. Moi, il y avait des gamins à l'école, quand j'accompagnais les groupes, qui me disaient, moi j'aurais été résistant. Je dis, mais non, tu ne peux pas savoir, parce que maintenant tu sais que les Alliés ont gagné la guerre et que c'est bon, mais sur l'instant, au jour J, tu savais pas. Et tu savais pas si demain, tu n'allais pas te prendre une balle, etc. Donc tu joues au jour le jour. Et il y a des gens qui, au jour le jour, avaient peur. Et si on leur avait dit que 2 mois après, ils auraient été libérés, ils seraient peut-être plus enclins à y aller. Donc on ne peut pas savoir tant qu'on n'est pas au pied du mur. Et donc l'histoire, il ne faut pas la juger par rapport à ce qu'on sait maintenant, il faut la juger par rapport à ce qu'elle était. Et essayer de corriger. Voilà. On ne peut pas réparer, donc on essaye d'expliquer. Moi, c'est pour ça que j'avais fait ce triptyque-là. Après, il y a d'autres romans dans les tiroirs. Il y en a combien 4 avec 5 avec celui que je suis en train de... Oh là là. Donc plus le triptyque, ça fait 6. Oh là là. J'ai battu mon record, j'en ai fait 4 cette année. En 12 mois, j'en ai écrit 4. Oh, voilà. C'est un peu... Tu écris à quel rythme là? À peu près. Ça dépend parce que comme je t'ai expliqué... 3-4 par an? Non, alors un peu moins. Généralement c'est 1 ou 2 par an. Ouais, c'est quand même énorme. Hein. Là c'est parce que vraiment il y avait le triptyque, donc il y avait les 2 romans qu'il fallait que je finisse tout de suite et que généralement j'ai toujours une idée qui reste dans ma tête. Et donc le problème c'est que comme j'écris le roman d'abord dans ma tête avant de l'écrire, quand je commence à l'écrire,
c'est qu'il est fini dans ma Ouais, tête. Et du coup, d'accord. il y a la place pour l'autre. Pour l'autre. Donc je suis toujours entre deux, mais je fais le tri parce que sinon c'est exagérable. Comme là, celui que je suis en train d'écrire, il y en a un deuxième qui arrive, je l'ai déjà dans la tête, mais je ne veux pas le sortir parce qu'il va me polluer Ouais. celui-là. Donc voilà, mais généralement c'est deux. C'est en moyenne un ou deux par an. Bon, Ouais, j'ai pas de Lisa, problème. on arrive à la fin. Bah oui, On a beaucoup parlé. oui. J'espère que Merci. ça les a pas saoulés. Hein, ils sont- Oh Ah, si non, vous êtes en tout saoulés, cas c'est moi, noté. Oui, en tout cas moi, on j'ai apprécié le moment, l'échange, c'était chouette. Ah oui, on a passé un bon moment. Ouais, on a bien On a rigolé. bien rigolé. Je pense que tout le monde a pu s'en rendre compte. Mais je pense qu'entre le jardin de planté ici, c'est bon, on a une réputation qui est établie. Surtout que là, il fait grand ciel bleu. Ouais, Ouais, c'est je clair, on est deg là, il y a le soleil derrière, c'est mortel. Ouais. Mais du coup, pour ceux qui souhaitent continuer à te suivre, Oui. suivre ton actu, comment ils font, ils vont où, comment Alors j'ai un blog qui s'appelle tout simplement Italy's Girl et qui est juste lisagirotedor.blogspot.com. Sinon je suis sur Twitter sous le nom de Italy's, j'ai le même nom partout, c'est-à-dire Italy's. Je l'ai sur Twitter, Instagram et Facebook auteur qui s'appelle Lisa Girotedor. Bon, bah super, super. On peut me suivre là-dessus, voilà. Et je fais ma célèbre playlist sur le blog tous les jeudis avec ce que j'aime comme musique. Alors oui, il y a du Blur, hein, je suis désolée, mais il n'y a pas que ça. Ouais, cool, tu vas nous partager tout ça, j'espère. Ouais, je vais faire ça. Comme je fais de la radio, je fais ça aussi. Ouais, le lundi. nickel. C'est sympa de faire ça. C'est drôle. Merci Lisa, merci Merci, pour Lydie. ce partage, cette Merci. générosité, super. Merci à toi. Merci. surtout. Au Et à revoir, bientôt. Bonne Ouais. lecture, amusez-vous bien.